On peut relever effectivement que tu dis qu'il n'y a pas à opposer les fondamentaux et les apprentissages culturels en particulier, donc, la notion aussi d'âge et de moment dans la scolarité, avec peut-être donc des différences sur les objectifs ou les finalités selon ce moment de la scolarité, puisque tu as introduit l'idée de la diversité des parcours à préparer au collège. Bon, ça peut-être fera réagir quelques-unes des personnes qui ont levé la main. On va voir. Rachel? Voilà, je crois que j'ai réussi à remettre mon micro. Ça fonctionne? Oui. Donc, effectivement, je voudrais réagir à plusieurs choses qui ont été dites par les intervenants et puis par les personnes qui se sont déjà inscrites dans le débat. Marc parlait d'école de la République finalement à refaire fonctionner avec les moyens nécessaires. Là-dessus, il a complètement raison. 2 ans de crise sanitaire n'ont pas aidé le gouvernement à avoir l'idée de recréer des postes de remplaçants, de RASED, de plus de maîtres que de classe en primaire, etc. Donc, effectivement, les moyens sont indispensables. À côté de ça, quand même, on a un vrai problème d'orientation donnée au système éducatif depuis 20 ans. Et là, je reviens très rapidement sur ce qu'a dit Adrien. On le voit, depuis 20 ans, les inégalités se sont creusées à l'école. Et en parallèle, depuis 20 ans, on a cette dispute autour des fondamentaux, avec Gilles de Robier en 2006, les programmes de 2008, Jean-Michel Blanquer actuellement. Et on a aussi, Adrien a tenté de le dire très rapidement, une explosion des dispositifs d'individualisation des apprentissages et des parcours. Alors, 2 mots sur les fondamentaux d'abord. Sur les fondamentaux, je voulais dire quand même qu'il y a une vraie confusion entre ce qui pourrait être des bases solides et les fondamentaux étriqués qu'on nous impose actuellement. Un seul exemple, en lecture, par exemple, un lecteur expert, il s'appuie sur des compétences visuelles très bien entraînées, la morphologie des mots, etc. Un bon lecteur ne confond pas, par exemple, raisonner comme une cloche ou raisonner en faisant fonctionner sa raison. Bon, ça s'appuie sur des compétences sur la morphologie, des compétences visuelles très bien entraînées. Et en fait, avec les fondamentaux imposés actuellement, on n'outille pas les élèves, on ne leur donne pas les leviers nécessaires pour devenir des lecteurs experts. Ils restent ignorants de leviers qui leur permettraient de devenir aussi experts que les autres. Donc, depuis 20 ans, les inégalités se creusent. On a ces mauvaises bases imposées aux élèves qu'on appelle fondamentaux, qu'il ne faut pas confondre avec des bases solides. Et puis, on a aussi une explosion des dispositifs d'individualisation. Et je pense que l'apothéose, c'est quand même justement la réforme du lycée, où il n'existe plus de classe comme lieu un peu stable et un peu permanent pour la structuration collective, l'étayage collectif dont parlait Adrien. Donc, pour aller très très vite, on a un vrai problème à la fois de moyens, mais quand même aussi d'orientation, de contenu et de structuration. Je finis avec un dernier élément pour raisonner avec les questions de gouvernance aussi. En ce moment, le système éducatif se structure de manière inégalitaire. Vous avez d'un côté les élèves qui relèvent des REP+, qui sont intégrés à des cités éducatives où on a les fondamentaux étriqués à l'intérieur et tout ce qui relève du culturel qui est confié aux associations, aux collectivités territoriales à l'extérieur. Et puis en parallèle, dans le même système éducatif national, on a les établissements publics locaux internationaux, EPLEI, qui se développent pour les enfants favorisés, puisqu'il y a une sélection à l'entrée, alors que c'est du public, c'est du public. Et on a des parcours d'excellence qui les conduiront au bac européen. Donc, je vais un petit peu vite pour rebalayer tout ça, mais voilà, je voulais réagir sur la question des fondamentaux, sur la question de l'individualisation des parcours, mais aussi des apprentissages et des parcours, et puis dire aussi qu'on a un vrai problème de structuration du système éducatif actuellement. J'espère ne pas avoir été trop longue. Merci. Merci Rachel de rappeler cette structuration ségrégative du système éducatif avec ces exemples. Et je donne la parole à Étienne Butzbach. Oui, bonjour
Bonjour à toutes et à tous, Étienne Busbach, vice-président éducation numérique de la Ligue de l'enseignement. Merci d'abord à la FEF d'avoir ouvert, enfin, au collectif, d'avoir ouvert cet espace de débat ô combien nécessaire aujourd'hui. Trois remarques très rapides parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Première remarque, l'école de la République a-t-elle vraiment jamais été l'école de la République? Deuxième remarque, l'école ne veut pas tout et est-ce que la question des politiques éducatives n'implique pas aussi d'autres dimensions extrêmement importantes? Et troisième remarque, y a-t-il des familles sans contenant? Première remarque, l'école n'est pas vraiment l'école de la République. Moi, je pense qu'il faut là-dessus qu'on sache que l'école de la République reste aussi à inventer. Dans la mesure où l'école de la République est aussi l'école, aujourd'hui l'école de la République à la française, c'est l'école aussi de la méritocratie, du trait de la sélection, du poids du déterminisme social, enfin je ne vais pas en rajouter, et on l'a évoqué à travers les contenus même de la façon dont l'école fonctionne, c'est le fameux rapport aux fondamentaux, et vous l'avez tous très bien dit, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur la critique fondamentale qui doit être faite à cette approche, et le fait que l'école doit s'ouvrir à la question de la dimension esthétique de l'émancipation, la question de l'éducation sensible, enfin la façon dont effectivement ces questions fondamentales peuvent aussi s'exprimer par toute autre chose que cette approche dire, écrire, compter. Donc, je crois qu'il y a quand même une interrogation à avoir sur la refondation de l'école, enfin, je veux dire, sur la façon dont on doit penser l'école de demain, qui doit être en rupture importante avec la façon dont elle fonctionne aujourd'hui. Je pense aussi à la question de la mixité sociale dans les établissements sociaux. Comment penser qu'on a une école de la République quand on voit l'aspect ségrégué d'un certain nombre d'établissements. Deuxième série de remarques, je vais à la louche. C'est que bien sûr, en tant que mouvement d'éducation populaire, je souhaiterais que notre propos ne soit pas uniquement scolarocentré. On a déjà évoqué la petite enfance, mais je pense qu'effectivement, l'importance de l'éducation, c'est la combinaison des trois temps de l'éducation, l'éducation formelle, non formelle, informelle, et qu'il est extrêmement important qu'on reprenne le débat sur cette question-là à l'échelon des territoires, à travers des projets éducatifs de territoire, de véritables projets globaux territoires qui arrivent à articuler ces différentes dimensions des temps éducatifs. Et en ce qui concerne, et je pense que là-dessus, nous avons vécu une Bérésina, la Bérésina des rythmes, il faut bien le dire très clairement, on y reviendra. On ne peut pas avoir seulement une école, dire que l'école doit être une institution centrale et la limiter dans des temps réduits dans lesquels elle ne peut pas fonctionner. Donc je pense que cette question des temps scolaires et des temps non scolaires doit être pensée, puisqu'on voit bien aussi que à partir du moment où l'école impose un certain type d'organisation du temps de la journée de l'enfant et du temps dans l'année, ça a des conséquences sur la façon dont on peut s'organiser aussi l'éducation non formelle. Bon, je pose cette question parce qu'elle fait débat entre nous. Elle n'a pas forcément toujours été très consensuelle, mais je pense ça fait partie des trous noirs. Enfin, je veux dire, c'est une première tâche indélébile dans le quinquennat Blanquer, si je puis dire. Dernier élément, la famille. On peut pas, Marc, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu soulignes l'importance du 0-2 ans, mais la famille n'est pas sans contenant. Et ce que disait Christine Passérieux sur la question des langues et la question de la reconnaissance, enfin, le fait que les enfants pauvres ne sont pas des enfants de pauvres. Enfin, les enfants de pauvres ne sont pas des enfants pauvres, comme dirait Jean-Paul Delahaye. Les familles pauvres, les familles populaires ont des ressources. Ce n'est pas seulement des défavorisés. Et ils ont du contenant. Encore faut-il que l'école soit capable de comprendre ce que c'est que ce contenant et s'appuyer sur les ressources culturelles qu'il peut y avoir. Je pense que la question du plurilinguisme, la question de la reconnaissance des langues maternelles, etc., est par exemple une bataille assez centrale pour pouvoir aussi voir de quelle façon l'apprentissage du français est d'autant plus conforté qu'on est capable de s'appuyer sur les ressources, notamment des familles. Voilà, je m'excuse, j'ai été très rapide parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je souhaite respecter la dynamique de la discussion, donc je m'en arrêterai là. Merci Étienne. Peut-être il faudra revenir dans notre discussion effectivement sur l'articulation entre les temps scolaires et périscolaires et les projets éducatifs de territoire. C'est un enjeu important. Il se trouve que c'est Laurent Gauthier des CMEA qui doit intervenir juste après. Peut-être que lui aussi interviendra sur cette question, peut-être. Oui, merci Claire. Oui, c'est exactement là-dessus je voulais intervenir avant qu'Étienne enfonce aussi le coup de ce côté-là, parce que le sujet, c'est bien les véritables enjeux de l'éducation, et tout de suite, on glisse dans le premier débat les finalités de l'école, comme si l'éducation se résumait qu'à l'école, et évidemment, comme on vient de le rappeler là, que tout ce qui est le périscolaire, l'extrascolaire, et évidemment, sont des temps éducatifs, et on s'aperçoit même que dans le premier degré, maternelle primaire, beaucoup d'enfants, ils passent plus de temps dans ces temps-là et dans ces lieux-là que simplement sur les temps, sur les heures
purement scolaire. Donc, il faut vraiment qu'on remette le lien entre les deux. Et c'est peut-être l'objet du deuxième débat, là, sur quel professionnel pour l'école, mais je dirais quel professionnel pour les temps globaux de l'enfant, qu'il faudrait revoir ça et l'articulation. Parce qu'on sait que les temps aussi périscolaires, ils refont ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur de l'activité pour donner sens aux apprentissages, donner de l'intérêt et du plaisir pour que l'enfant y apprenne aussi des choses, parce que c'est des supports à apprentissage d'activité, et ça permet aussi, ce qui a été dit précédemment, l'importance du groupe, du collectif qui aide à se structurer. Donc je pense qu'on est trop un peu scolarocentré dans les ambitions que l'on a. Et puis dans le second degré, il y a tout pareil le lien à faire avec les activités, notamment des fois plus artistiques, culturelles et sportives qui sont développées dans les clubs ou dans les activités avec les associations de lycéens, qui peut prolonger un peu les mêmes enjeux évoqués précédemment. Et puis une dernière réflexion, moi, c'est sur là, on est la cinquantaine de ce matin entre nous, à peu près tous d'accord, je pense, sur les finalités de l'école. Après, il y a des interstices sur lesquels chacun met sa priorité ou autre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à convaincre les gens qui ne le sont pas, ou comment certains parents, parce que j'ai beaucoup de respect pour nos amis de la FCPE, mais on s'aperçoit assez souvent quand même qu'il y a un décalage entre le discours et la parole des parents de la FCPE et les choses portées directement par d'autres parents qui n'ont pas forcément la même parole. Et surtout, là, c'est comme on est dans un débat avec des élections présidentielles et législatives à venir, c'est qu'est-ce que les candidats portent comme réflexion dans cette campagne qui touche ou qui fait écho dans la population, sur lesquels nous, on est fondamentalement soit en désaccord ou en accord, et comment on débat avec ces personnes-là, plutôt que débattre qu'entre nous, où on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Voilà pour cette interpellation. Oui, Laurent, une interpellation qui nous renvoie à une question qui n'est pas simple, hein. Comment agir, comment être audible, visible et, si possible, faire avancer nos idées dans le débat politique du moment. Et peut-être que ce sera quelque chose à travailler après ces échanges entre nous, qui nous confortent toutefois quand même, hein. Nous ne sommes pas seuls, c'est important entre organisations de ne pas se sentir totalement isolés. Et important aussi, je pense, tu le redis, Laurent, hein, de ne pas être uniquement scolarocentré. Chacun a toujours tendance à revenir à son domaine ou d'activité ou d'expertise, mais effectivement, établir des liens et des articulations à travailler entre temps périscolaire, temps scolaire et extrascolaire, et aussi entre tous les personnels, hein, qui portent ces temps-là. Voilà des pistes à creuser. Jacques Bernardin, à toi. Je souhaiterais laisser la parole à Paul Devin, qui, me semble-t-il, l'avait sollicité avant moi. Bien, alors Paul, d'abord, pas de souci. Oui, Jacques, oui, je l'avais sollicité avant toi, mais en fait, j'ai eu une valse hésitation qui fait que je me suis demandé si j'intervenais, donc j'y avais renoncé, puis j'y suis revenu, en fait, ça. Mais bon, du coup, voilà. Non, moi, il y a quelque chose quand même qui m'inquiète un peu. Je crois que ce qui nous rend inaudibles aujourd'hui, dans un certain nombre de débats, c'est que nous ne parvenons pas à sortir d'un espèce de piège dualiste qui fait que beaucoup de questions qu'on pose, nous les posons comme si elles demandaient à ce qu'on choisisse entre deux termes. Voilà. Alors, je vais juste reprendre un truc, c'est refonder l'école ou restaurer l'école de la République. Très franchement, je crois que si nous voulons peser dans le débat politique, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrête de poser les choses de cette façon-là. Parce que d'abord, restaurer l'école de la République, moi, quand j'entends, par exemple, j'ai écouté il y a quelques jours l'audition de la présidente du Conseil supérieur des programmes sur la question de l'EMC, de l'enseignement moral et civique. Je vous assure que la manière avec laquelle elle pense l'éducation républicaine, je vais avoir de la peine à me retrouver derrière le même intitulé qu'elle. Donc,
franchement, si on se bagarre sur est-ce qu'il faut refonder l'école ou restaurer l'école de la République, mais ça ne sert à rien. Parce que ça veut dire quoi, restaurer l'école de la République? Je veux dire, la République, on sait tous ce que c'est quand il s'agit de définir un système institutionnel et les règles avec lesquelles il incarne la démocratie dans notre pays. Mais quand il s'agit de parler de l'idée de la République, moi, je suis désolé, Marc, mais par exemple, quand tu dis à un moment donné que les choses devraient être pensées dans les termes de réfléchir entre faire société ou faire communauté, moi, je ne suis pas d'accord là non plus pour qu'on pense régler la question de l'école dans de telles formulations dualistes. Très franchement, je crois que nous pouvons à la fois penser une école qui est capable de faire vivre une société, mais qui reconnaît aussi la nature plurielle de cette société, qui reconnaît aussi de la diversité, y compris de la diversité communautaire, tout en même temps en faisant en sorte que cette diversité communautaire ne soit pas identitaire. Ça, c'est une autre question. Et donc, très franchement, aujourd'hui, bon, tout le monde le sait ici, on est un peu désespéré quand même. On est un peu désespéré parce que ce qu'on entend, même si je ne mets pas tout le monde dans le même sac, parce que je crois qu'il y a eu des intentions chez un certain nombre de candidats de construire des choses qui véritablement essayaient de porter un projet pour l'école. Mais quand même, de façon générale, on a l'intention de ne pas être entendu, de ne pas être compris. On a l'impression que ce qui fait la difficulté de la vie professionnelle des enseignants chaque matin quand ils bossent, pour mettre en relation, pour mettre en cohérence leurs projets et la manière avec laquelle le système, aujourd'hui, malheureusement, les empêche de mettre en œuvre ce projet, je crois que beaucoup ont de la peine à se reconnaître à un moment donné dans un projet pour l'école. Mais si nous voulons être plus entendus, il faut qu'on arrête de sortir des débats dualistes. Vous savez, bon, je n'ai pas l'intention de revenir à la question des rythmes, etc. Mais malheureusement, si jamais cette question des rythmes, nous la posons dans un terme dualiste, en pensant que d'un côté, il y a un système qui est idéal et qui va permettre de faire réussir tous les élèves, alors que de l'autre côté, on n'y arrivera jamais. C'est comme au moment de la réforme du collège, quand certains ont voulu enfermer ce débat-là. C'était un débat légitime, hein. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas à discuter. Mais vouloir enfermer ça sur pédagogiste contre républicain, mais on se tire une balle dans le pied à chaque fois qu'on fait ça. Donc, moi, je pense que l'attention vraiment très forte qu'il faut que nous ayons, c'est à arrêter de voir les choses, de poser les choses, de poser nos regards, nos analyses et donc nos perspectives de façon dualiste, et qu'on arrive vraiment à intégrer une vision dialectique des choses. C'est ce qui a été dit à un moment donné, par exemple, sur la question des fondamentaux. Si on se bat dans les termes des fondamentaux ou pas des fondamentaux, on n'y arrivera jamais. Parce qu'il est bien évident qu'il y a un certain nombre de savoirs qui sont fondamentaux à l'exercice de la vie citoyenne, c'est évident. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a des politiques qui instrumentalisent ce besoin fondamental pour définir une politique, pour légitimer une politique ségrégative. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on parle, pas sur la question des fondamentaux ou pas des fondamentaux. Et puis, c'est pareil sur tout un tas de problèmes méthodologiques où on nous explique que si on fait ça, c'est formidable, tout va aller bien, et puis si on fait autrement, non. Donc, je crois vraiment qu'il faut que ces moments-là de partage, de discussion, d'échange entre nous qui sont portés par la volonté. Il y a une volonté qu'on partage tous, c'est de rendre l'école plus démocratique. Je crois que s'il y a bien un truc qui caractérise tous les gens qui sont là ce matin, c'est ça, c'est qu'on voudrait réussir à construire une école qui permette davantage de permettre un accès démocratique au savoir et à la culture commune. Mais si on veut y parvenir, je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête de se laisser piéger dans des termes qui sont des termes, en fait, qu'un certain nombre de politiques choisissent pour instrumentaliser le débat politique. Parce que, vous m'excuserez, mais aujourd'hui, vouloir se battre entre, Marc, je le dis sans aucune agressivité, hein, et avec le plaisir d'avoir entendu la manière avec laquelle tu disais les choses, mais je pense que si on se laisse enfermer dans une bagarre qui est refonder l'école ou restaurer l'école républicaine, eh bien, je pense qu'en fait, malheureusement, nous faisons les bonheurs de gens qui, eux aussi, parlent de restaurer l'école républicaine, mais pour des raisons qui sont diamétralement opposées aux nôtres. Si je peux dire, donc, mes chers camarades, si je peux dire, ce matin, je voudrais faire un appel à ce que nous ayons davantage l'usage de la dialectique dans nos échanges, dans nos discussions et dans les propos revendicatifs que nous tenons. Merci de votre attention.
Merci Paul pour ce regard critique sur nos échanges. Je retiens, entre autres, hein, ce que tu dis sur les termes instrumentalisés par les politiques. Et je crois que là, on a quand même un exemple particulièrement réussi avec le ministre Blanquer, hein, qui a tendance à reprendre à son compte des termes que nous pouvons utiliser, mais pas jamais avec le même sens. Et c'est vrai que du coup, il est parfois très compliqué, hein, de porter une critique entendable et compréhensible à l'extérieur de notre milieu scolaire ou éducatif. Et c'est une des problématiques que nous avons pour faire passer notre message. Jacques ? Oui, merci de me donner la parole. J'ai eu raison, je crois, de laisser la parole à Paul Devin. Je souhaiterais revenir sur peut-être ce qui avait été la trame de la proposition du collectif pour ce débat, afin d'avancer des pistes qui sont sur la question de l'école désirable, équitable et émancipatrice. Une école désirable, me semble-t-il, c'est d'abord une école où les enfants se sentent accueillis. Accueillis pas seulement parce qu'on leur ouvre la porte et on leur offre une chaise et du chauffage, mais accueillis en tant qu'humain plein de son devenir potentiel et déjà plein d'expériences qu'il faut saluer. Et c'est vrai que le propos de handicap social me heurte profondément. Vous savez que le GFEN porte la question du tous capable, qui est justement pour contrer tous les discours fatalistes, qui a un effet redoutable pour l'ensemble des protagonistes de l'éducation, qu'ils se situent du côté des éducateurs ou du public auquel ils s'adressent, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes, qui intègrent bien souvent, il faut avoir questionné des gens sur leur itinéraire scolaire pour le comprendre, les stigmates d'une aventure scolaire malheureuse. Tous capables n'est pas à comprendre pour le GFEN comme une donnée de nature, mais comme une conquête à portée de chacun et qui interroge évidemment la nature des pratiques pouvant y conquérir. On a évoqué l'importance du sens des apprentissages. Il me semble que réenchanter l'école exige d'en faire sauter les verrous. Et là, il me semble que sur les deux points que je souhaite développer, les interventions d'Étienne Butzbach et du collègue des CMEA pourront s'y retrouver. Ça parle au-delà de l'école à l'ensemble de l'éducation. Je crois sur deux points qu'il faut consacrer une place conséquente à l'acculturation pour élargir l'horizon des élèves, explorer la pluralité des domaines disciplinaires, solliciter tant imaginaire, créativité que raisonnement, initier aux multiples usages de l'écrit, enquêter sur l'environnement, mener des projets qui légitiment et finalisent les apprentissages. Je crois que tant que l'école, hors l'école ou l'école en liaison avec d'autres partenaires peuvent tout à fait y concourir. La deuxième chose qui nous semble important, c'est de proposer des situations ambitieuses sur le plan culturel et intellectuel qui vont évidemment contre les allants de soi de pauvres enfants pensés comme des enfants ayant de pauvres moyens intellectuels et de faibles possibilités. L'école est passionnante parce que c'est le lieu de l'expérimentation, c'est le lieu de la recherche. On y apprend à élargir sa vision du réel et du possible. Mais si elle est aussi intéressante, c'est parce qu'elle propose une mise à distance réfléchie de l'expérience. Autrement dit, non seulement elle élargit la vision du réel et du possible, mais elle sert aussi à transformer son rapport au monde par la réflexion. Une école équitable, ce sont les compagnons de l'éducation nouvelle à la sortie de la guerre de 14-18 qui plaidaient cette idée d'une école pour tous en expliquant nos pères se sont retrouvés ensemble
dans les tranchées, ils peuvent s'asseoir sur les mêmes bancs d'une même école. Sur le plan structurel, une école équitable sur le plan structurel, on a parlé de mixité sociale et scolaire. C'est un principe à développer à tout niveau, de la sectorisation, et là c'est un clin d'œil appuyé aux travaux d'Étienne Butzbach, sectorisation à la composition des classes. Si les recherches comparatives internationales de Nathalie Mons l'identifient comme principe caractérisant les systèmes éducatifs les moins ségrégatifs, les méta-analyses de Marcel Craé attestent que l'hétérogénéité des classes est le meilleur moteur des progrès pour tous les élèves. Sur le plan pédagogique, ça pose un défi. Là où les collègues disent aujourd'hui être douloureusement pris dans un sentiment des grands écarts selon la diversité des élèves, il nous faut relever ce défi de faire de l'hétérogénéité un tremplin servant la dynamique des apprentissages. L'école fait beaucoup apprendre, mais trop peu comprendre. C'est déjà ce que disait un de nos présidents fondateurs, le physicien Paul Langevin. Quelles conséquences? Je le redis, le bien mal acquis ne profite jamais, pour paraphraser la formule célèbre. Outre les désintérêts, ce qui est mémorisé est peu transférable et oublié dès le contrôle passé. C'est pourquoi l'approche des nouvelles notions, des œuvres et des concepts clés mérite le plus grand soin. Émaillé, situation-problème ouvrant au questionnement, propice à l'exploration et à la recherche, amenant chacun à mobiliser ses acquis, compétences et expériences antérieures pour y répondre. Je rappelle que c'est l'état de l'école 2021 qui reprend une enquête Presco sur les pratiques enseignantes et qui, en français, pose cette question de la difficulté des élèves à comprendre en lecture, et notamment sur les niveaux les plus élaborés, à interpréter et à apprécier un texte. Et en mathématiques, si les enseignants qui ont été questionnés à la fin du CM2 ou en troisième cherchent à développer, semble-t-il, plutôt les automatismes de calcul, mais au détriment des pratiques plus exigeantes pour les élèves liées à la résolution de problèmes. Pédagogie de la découverte, donc, situation-problème. Et ensuite, confrontation des propositions, leur inévitable diversité appelant à la justification réciproque et à l'argumentation raisonnée dans la recherche commune d'une réponse adaptée et concertée. Si l'on vise l'émancipation intellectuelle et la compréhension partagée, la conduite de telles situations doit éviter la précipitation hâtive qui tue le problème et fige la réflexion, pointer les contradictions et stimuler le débat de preuve, solliciter l'explicitation entre pairs du pourquoi et du comment, donc dévoiler le dessous des cartes. Voilà qui peut servir à tous les élèves. Dans une dynamique inscrite dans la temporalité, non seulement l'erreur n'est pas faute, mais témoigne d'une pensée en chantier, l'évaluation formative permet de jalonner les progrès visant à développer les capacités d'autocontrôle, d'auto-évaluation permettant à chacun de progresser en autonomie. Une école émancipée, donc, et émancipatrice. L'école n'est pas l'initiation qui vise la perpétuation du même dans certaines sociétés humaines. Dans la filiation de ses missions républicaines, elle n'a pas à conformer à la société et au monde tels qu'ils sont, mais elle a à préparer les jeunes générations à s'y inscrire et à y agir pour les transformer au titre du bien commun et d'un devenir meilleur. On a développé collectif autonomie. C'est reprendre encore une fois Vallon que la question du rôle du groupe. On est là sur le rôle de toutes les instances éducatives dans et hors l'école, des jeux dans la cour aux situations d'apprentissage, en parlant par les projets à conduire, la diversité des groupes d'appartenance auxquels l'enfant est amené à s'inscrire, l'amène d'une part à se plier aux règles du groupe pour éviter le hors-jeu excluant, et d'autre part à s'y inscrire et faire sa place de façon singulière. Ainsi, le groupe concourt simultanément à la socialisation et à la personnalisation. Au niveau des apprentissages conceptuels, il serait bon qu'on les pense simultanément apprentissages conceptuels et sociaux. Nous plaidons pour que la classe soit constituée comme
comme collectif d'apprentissage solidaire, pour reprendre des choses qui ont déjà été dites. Apprendre ensemble, réussir tous, par la pratique de coopération, du partage des idées à l'étayage mutuel avec l'entraide ou le tutorat. Chacun se trouve à la fois contributeur à l'œuvre commune et bénéficiaire des apports croisés des autres. Appel à la créativité et au débat, contribue à opposer à la croyance et à l'opinion première le point de vue argumenté et la raison critique. Des indispensables, me semble-t-il, à l'exercice d'une citoyenneté dont nous sommes tous aujourd'hui avides de déployer les ailes. Merci Jacques d'être entré dans les pratiques pédagogiques, les choix didactiques et pédagogiques qu'on peut faire, qu'on doit faire peut-être aussi, on peut le dire comme ça, avec nos élèves pour les conduire vers l'émancipation et la solidarité, puisque tu as bien mentionné les collectifs d'apprentissage solidaires dans nos classes à construire, mais pas que dans nos classes, puisque dans les temps, dans d'autres temps d'éducation, là aussi, les collectifs existent. On ne t'entend plus. Pardon, excusez-moi, j'ai coupé trop vite. C'était Sonia à qui je voulais donner la parole. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Sophie, j'ai lu trop vite. Attention Claire, il faut penser qu'il faut laisser du temps pour Laurence de Coq et qu'il faut que nous ayons terminé maximum à 11h. Désolée, s'il faut frustrer, il va falloir faire, pour les 3 dernières interventions que je vois là, il va falloir faire très très vite en quelques mots. Oui, alors, on n'a quand même pas, en effet, comme le disait Véronique Esrati tout à l'heure, on n'a quand même pas beaucoup parlé du second degré de façon explicite, donc je voudrais en dire quelques mots. Actuellement, donc, école-collège, c'est l'école du socle, avec pour l'entrée au collège la difficulté dans l'entrée dans les savoirs disciplinaires, qui pose problème quand même à beaucoup d'élèves. Donc, il y a une question à laquelle il faudrait réfléchir, c'est comment améliorer la transition vers cette spécificité et vers l'entrée donc, dans les savoirs disciplinaires proprement dit. Ensuite, avec la réforme du lycée, le lycée général et technologique est devenu une propédeutique vers l'enseignement supérieur, avec justement des savoirs technologiques qui ont été réellement diminués dans la réforme du lycée. Et donc, ça crée un lycée qui est destiné aux élèves les plus favorisés, avec en plus du fait de Parcoursup, la sélection à la sortie vers une orientation du coup dans le supérieur qui ne correspond pas forcément aux désirs initiaux des élèves et voilà, qui est créatrice d'inégalités et qui n'est pas propice ensuite à devenir donc des citoyens et des citoyennes qui ont pu finalement avoir une formation et éventuellement une profession qui correspond à leur désir de départ. Donc, une question qui se pose là, c'est aussi comment articuler les niveaux, comment articuler collège-lycée de façon à permettre à toutes et tous d'aller au plus haut niveau d'études dans le cadre d'une scolarité qui serait portée à 18 ans. Et ça pose aussi la question des programmes et de leur élaboration avec une concertation des professionnels que nous sommes qui serait renforcée. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les programmes du lycée, de ce point de vue-là, ne sont pas satisfaisants. Je voulais revenir aussi rapidement sur la réforme du collège. Cette réforme du collège, elle a entraîné une baisse des horaires disciplinaires. Et si on en croit un article du GRDS sur l'enseignement du français, on constate qu'entre 1976 et 2017, en cumul sur les années de collège, un élève a perdu finalement une demi-année de français. Or, si évidemment réduire l'école aux fondamentaux, c'est regrettable, il n'en reste pas moins que la maîtrise de la langue, c'est-à-dire savoir de façon experte lire, écrire, s'exprimer donc à l'écrit comme à l'oral, c'est réellement un enjeu fondamental de la citoyenneté et de l'émancipation
et c'est un enjeu qui irrigue toutes les disciplines et qui ne se limite pas à l'enseignement du français. Autre point de la réforme du collège, c'est l'autonomie des établissements qui a fait exploser le cadre national. Certains établissements faisant le choix justement de se refermer sur les fondamentaux au prétexte que les élèves qui sont scolarisés dans tel ou tel quartier ghettoisé n'ont pas besoin, par exemple, des langues et cultures de l'Antiquité ou n'ont pas besoin d'une offre linguistique diversifiée. Et d'autres qui, au contraire, choisissent d'offrir une carte des options attractives. Or, cette ouverture culturelle qui est permise par les options participe de la culture commune et de l'émancipation. Sonia, est-ce que tu peux faire très court? Oui, pour terminer, sur la question des effectifs. La question des effectifs au collège, c'est quelque chose qui est crucial. Sans travailler sur les effectifs, je crois qu'on ne peut pas favoriser la coopération dans les classes. La question de l'inclusion aussi avec les effectifs, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'école inclusive, la socialisation, peut-on se contenter en fait de la socialisation des élèves? Donc, comment faire pour développer une école inclusive, ambitieuse et réellement susceptible d'ouvrir à la différence sans intervenir sur cette question des effectifs? Et comment gérer l'hétérogénéité dont a parlé Jacques Bernardin, qui est source de difficultés pour les personnels, sans travailler sur les effectifs aussi. Et pour terminer vraiment, l'école, c'est aussi tous les personnels autour, les psy-EN, les assistants sociaux, les infirmiers, les infirmières, des AESH et des AED formés. Et tout ça aussi, c'est la prise en charge scolaire pour la réduction des inégalités. Alors, merci Sonia pour ce regard sur le second degré et les difficultés auxquelles il est confronté. Je crois qu'on ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde parce qu'il serait temps là maintenant de donner la parole à Laurence si on veut tenir nos échéances. Est-ce que ceux qui ont levé la main pourraient décaler leur intervention sur le deuxième débat peut-être pour ne pas être trop frustrés? Sinon, vraiment, on ne pourra pas tenir. Viviane, qu'en penses-tu? C'est-à-dire, ça dépend. Si c'est pour dire un mot, deux mots, ça va. Mais si c'est pour une intervention longue, non, là, on ne peut pas. Là, on ne peut pas dépasser 11 heures. Hein. Il y a un bébé qui pleure quelque part. Je pense qu'il serait plus raisonnable de donner la parole à Laurence maintenant, si elle veut bien. Et pour nos collègues et amis qui se sont inscrits mais qui n'ont pas pu avoir la parole, de reprendre la parole plutôt dans le deuxième temps. Oui. Merci de nous excuser de cette difficulté. C'est vrai que le temps nous est vraiment compté et je ne me suis pas aperçue de la vitesse à laquelle les choses avançaient. Sinon, j'aurais été plus sévère avec ceux qui ont déjà pris la parole. Il faut dire que les débats étaient riches, passionnants et se sont encore plus bourriffés vers la fin. Donc, on avait du mal à arrêter les intervenantes et intervenants. Je suis désolée de prendre la place de certains collègues qui avaient envie de s'exprimer, surtout que moi, mon rôle, si je l'ai bien compris, est quand même plutôt de faire un petit moment de point d'étape, on va dire, sur ce qui a été dit et sur les façons dont nous avons essayé de penser collectivement les choses. Maintenant, je crois qu'on est d'accord pour se dire que le travail à accomplir est immense et donc nous avons à la fois besoin de temps pour un diagnostic, ce qu'on a fait, et puis besoin de temps aussi pour réfléchir à la question qui était posée, c'est-à-dire au fond, quelle finalité pour cette école. Alors moi, j'ai dégagé 5 points dans tout ce que vous avez dit les uns, les unes, les autres, et je vous propose de les faire dans l'ordre, en commençant par la question, alors moi j'ai refait mon ordre, j'ai réagencé, j'ai mis mes cubes dans mon propre ordre, mais en commençant donc avec la question de la place de l'enfant,
Et j'y ai ajouté ensuite de l'adolescent, puisque j'ai bien compris, après les interventions de Viviane et de Sonia, qu'il était important effectivement de déterminer aussi des différences d'âge et de ne pas simplement parler comme ça de l'enfance de manière générique. Je commence par la place de l'enfant parce qu'il a été question dans plusieurs interventions, celle de Carla, mais aussi à sa manière celle de... je ne connais que toi. Bref, peu importe, je te retrouverai. Christine, voilà, pardon. La question de la maltraitance. Vous avez placé la question de la maltraitance à la fois, on va dire, d'un point de vue immédiat, avec évidemment tout ce qu'on a constaté en plein temps de pandémie, qui a été un révélateur aussi de tous les dysfonctionnements de l'école publique, mais maltraitance aussi de manière plus générale par une école qui ne permet pas d'accomplir ce pourquoi nous sommes entrés dans le métier, c'est-à-dire accompagner des enfants et des adolescents dans la trajectoire scolaire de leur choix. Christine proposait une formule qui est assez jolie, qui est de mettre les enfants à cette hauteur-là. Et je crois que nous sommes toutes et tous tombés d'accord là-dessus. Ça a été aussi dit par Jacques, d'une certaine manière, cette idée d'en finir avec une vision un peu misérabilisme d'un déterminisme social qui n'est pensé que comme un handicap, et de partir aussi de ce que l'on peut appeler une culture enfantine, pour reprendre un terme qui m'est cher, qui était celui des freinés, mais en tout cas d'une connaissance de l'enfant, d'une connaissance de leur socialisation familiale, des contenants, comme l'a dit Étienne, et donc peut-être aussi de poursuivre toute notre investigation et de réclamer une formation sur ce dont un enfant a besoin, un adolescent a besoin, et surtout sur comment il apprend, ce qui est une forme aussi de relégitimation des questions didactiques, mais d'une didactique qui soit une didactique, vous l'avez compris, critique et non techniciste, de se poser la question justement de comment un enfant apprend et quelle culture sommes-nous missionnés de travailler avec ces enfants. La deuxième question que vous avez soulevée, sur laquelle je vais être très rapide, c'est la question de l'école de la République, qui m'a fait sourire parce qu'évidemment, ce sont aussi des points qui m'interpellent assez régulièrement, et comment est-ce que l'on peut à la fois se débarrasser des mythes de cette école républicaine et à la fois réinventer, comme le disait Marc. Moi, je suis sensible aussi à cette idée, malgré tout, Marc disait qu'il fallait plutôt se retourner, la retrouver, on va dire, retrouver l'école de la République. D'autres disaient qu'il fallait plutôt la réinventer. Et Paul disait il faut surtout arrêter de se poser la question de savoir s'il faut la retrouver ou la réinventer. Effectivement, je pense qu'on peut tomber d'accord sur une chose, c'est que cette école de la République, ce qui la constitue, c'est une tension permanente entre des finalités qui sont extrêmement autoritaires, basées sur des savoirs disciplinaires mal foutus, mal pensés, et notamment Paul rappelait l'intervention de Souada Yuada devant le Sénat, qui reparle d'instruction civique, vous voyez, comme un signal en fait à envoyer à l'opinion publique pour en revenir à une école républicaine qui serait cette école de la pure transmission, l'école de la pédagogie bancaire, comme disait Paolo Freire. Donc il y a cette tension entre une école qui est vraiment fondée comme un espace d'autoritaire, un espace purement transmissif, un espace d'adhésion en fait à un discours préconstruit, à des savoirs déjà là, mais aussi une école qui a tenté de réfléchir à l'accompagnement de l'ensemble des enfants, à des finalités qui ne soient pas qu'instructives, mais aussi éducatives. Rappelez-vous toute la fonction d'école de la République, notamment sur l'accompagnement des enfants à la santé, aux questions de santé, aux questions d'hygiène, aux questions d'éducation, qui ne sont pas justement purement des questions de savoir déterminé. Donc, il y a quelque part dans cette école de la République quelque chose qui est impossible à résoudre. Et donc, en effet, je suis assez d'accord avec Paul, l'idée de dire on y retourne ou l'idée de dire on lui tourne le dos me semble une manière de formuler les choses qui en fait nous enferme dans plutôt le discours de nos ennemis que celui que l'on aimerait tenir. Du coup, peut-être faut-il la résoudre, cette question, par le vocabulaire, non pas d'une école de la République, mais d'une école publique. Ce
que nous avons fait toutes et tous ici, ce qui, je crois d'ailleurs, commence quand même à être fait dans cette campagne présidentielle. Nous avons été sévères et nous avons raison de l'être avec la campagne présidentielle, mais moi je constate que dans les partis situés à gauche, le vocabulaire d'une école publique, ainsi d'ailleurs que celui d'une école de l'émancipation, il y a un gros retour de ce mot de l'émancipation, le vocabulaire de l'école publique commence véritablement à se réimposer. Et c'est un adjectif qui compte parce qu'en fait, c'est un adjectif qui charge immédiatement la question de l'école d'une finalité qui est une finalité émancipatrice. Donc, réinsister sur cette question de l'école publique avec tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire avec tout ce que ça charrie, à la fois en termes d'intérêt général, en termes de démocratisation, Jacques l'a rappelé, mais aussi Adrien, et surtout en termes de ce que disaient Laurent et Étienne, des alliances possibles avec d'autres instances à cette école, et notamment la question de l'éducation populaire, la question des familles, avec une question qui est corollaire et qui me semble très importante et qui a été posée, je crois, par Laurent, qui est celle de savoir l'école publique, comment est-ce qu'on convainc les gens qui n'en sont pas usagers que c'est finalement la solution qui est la solution la plus acceptable et la solution la plus désirable pour tous les enfants. Je crois que là, nous avons effectivement une mission très, très importante, car plusieurs en tout cas l'ont souligné, entre le discours de la promotion de l'école publique et les pratiques de certaines familles, y compris de nos familles politiques, qui sont plutôt dans des stratégies de contournement de l'école publique, il y a parfois un gap sur lequel nous devons absolument continuer à travailler. Il n'est pas du tout nouveau, mais je crois qu'il faut continuer à travailler dessus. Le quatrième point, excusez-moi, je vais vite, parce que j'aurais plein de choses à dire sur tous ces points, mais je sais que le temps nous est compté. C'est une question finalement à laquelle nous n'avons pas vraiment répondu. Et qui est un peu la question qui était structurante dans ce débat. C'est-à-dire, au fond, on posait la question des finalités de l'école. Moi, je l'ai recodé en disant pourquoi faire ? Pourquoi faire, au fond, cette école publique ? Pourquoi faire cette école publique que vous avez toutes et tous essayé de décrypter avec des très belles formules, des très belles phrases, notamment de nos camarades du GFEN. À chaque fois, c'est un délice de vous écouter parce qu'on sent bien que voilà, ça fait effectivement 60 ans que tout cela est structuré, travaillé, retravaillé, remis sur la table. Mais pourquoi faire au fond ? Pour quelle société devrions-nous repenser une école ? Nous ne nous sommes pas posé cette question-là. Alors un peu en introduction, avec c'est Viviane qui a posé la question des grands défis, des grands défis écologiques notamment, des grands défis environnementaux, des grands défis de société, de tout ce qui nous attend. Mais il me semble qu'il n'y a pas que ça comme question, même si évidemment elles sont fondamentales. Quelle société nous voulons poser ? C'est aussi poser la question d'une école possiblement mise au service d'une transformation sociale. Est-ce que c'est une question que nous assumons, la part de responsabilité de l'école dans une transformation sociale? Et si nous l'assumons, eh bien pour quelle société est-ce que nous la travaillons dans ce sens? Pour quelle société? Pour quel type de société? Il y a la question notamment des dominations. Est-ce que la responsabilité de l'école, c'est au contraire de travailler cette question de l'abolition, on pourrait dire, des dominations pour plus de justice sociale? Je reviens à Souad Ayada, dans son intervention au Sénat. Souad Ayada a bien dit qu'il y en avait marre d'une école qui luttait contre les discriminations avec l'EMC. Donc, ne devrions-nous pas réaffirmer quand même qu'il s'agit d'une définition de cette école, précisément parce que nous visons de manière utopique, et nous l'assumons, une société sans domination, car c'est bien cela, la justice sociale, qu'il faudrait partir de là aussi et demander, par exemple, aux candidates et candidats quel est leur modèle de société et quelle est, selon eux,
la place que devrait occuper l'école dans ce modèle de société. Et vous verrez que c'est une question extrêmement difficile et que beaucoup, en fait, répondent avec une réponse qui est très contrainte, hein, qui est celle de l'ajustement entre le marché du travail et l'école, le fait d'accompagner tous les élèves vers la réussite, etc. Tout ça, c'est bien, hein, mais tout ça, ce sont des phrases qui nous font assez peu avancer si on ne sait pas où on va. Et je pense qu'on ne se pose pas suffisamment la question de la destination avant de se poser la question des chemins qui y mènent. Et le dernier point, c'est comment faire, hein. Donc, pourquoi faire et comment faire. J'ai été très sensible au discours, comme toujours, de Paul, que je vais retraduire avec mes propres mots aussi, à savoir quels mots nous posons sur l'école. Nous sommes piégés par les mots, je le disais tout à l'heure avec l'école de la République, nous sommes piégés par des mots qui nous enferment et par des débats qui nous enferment, école de l'instruction, éducation, école de la République, etc. Nous sommes piégés par tous ces mots-là parce qu'effectivement, nous avons du mal à sortir d'un cadre de pensée de l'école qui n'est pas celui que nous avons forgé avec nos propres mots. Et je pense que nous avons un défi majeur là à assumer. Paul, ce serait une question à développer vraiment et ce serait très intéressant, parler de substituer au dualisme la dialectique. J'aimerais avoir des exemples précis, j'aimerais savoir exactement ce qu'il y a derrière, mais il me semble que c'est absolument fondamental. J'y ajouterai aussi la très grande complexité de nos discours qui sont parfois très techniques. Vous le savez, hein, parfois quand on s'adresse à des gens qui ne sont pas du milieu, ils nous disent, mais au bout d'un moment, on les perd. Pas simplement avec nos acronymes, hein, mais aussi avec justement les mots de nos expertises qui sont extrêmement techniques et qui, au fond, désintéressent une opinion publique qui préfère se tourner vers des formules toutes faites, vers des formules prémâchées et ainsi, du coup, abandonner la perspective critique sur l'école parce qu'évidemment, on ne pose pas les mots de la critique si on n'a pas des mots précis et si on se contente de poncifs sur l'école. Or, aujourd'hui, l'une des choses dont nous souffrons lorsque nous écoutons les discours politiques sur l'école, c'est que c'est une multiplication de poncifs. Je prends souvent la formule de lutter contre les inégalités scolaires. Jamais vous ne trouverez un candidat qui vous dira que ça ne l'intéresse pas de lutter contre les inégalités scolaires. Et Jean-Michel Blanquer, le premier, met en avant sa mission de lutter contre les inégalités scolaires. Ce qui veut bien dire, à partir du moment où nous avons les mêmes mots, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et qu'il faut que nous trouvions d'autres mots pour réaffirmer à quel point notre lutte contre les inégalités scolaires n'est pas du tout la même que celle de Jean-Michel Blanquer. Je n'ai pas la solution. Je peux en tout cas réaffirmer, et on sera sans doute d'accord là-dessus, et tout le monde l'a dit aussi ce matin, que ça devait passer par la réaffirmation de la force du collectif. Nous avons parlé du collectif dans les classes, et vous en avez fort bien parlé, hein, et notamment de à quel point c'était salutaire pour les enfants. Il faut reparler en urgence du collectif entre enseignants, hein, et de notre manière de faire du collectif et encore une fois de travailler à partir de cette expertise qui ne peut être que collectif, de travailler à des espaces de prise de parole, des espaces d'intervention publique. Je crois qu'il ne faut plus fuir la question des débats publics, il faut s'y imposer, il faut rentrer par la fenêtre si on nous ferme la porte, et il faut nous coordonner, hein, pour que nous soyons omniprésents en permanence et que nous apparaissions justement comme un collectif, c'est-à-dire aussi lutter contre cette propension médiatique et politique à faire émerger des individus, hein, des individus stars du moment, des Céline Alvarez, des Intel, etc., des individus qui sont finalement les figures emblématiques du prof qui réussit. Un collectif enseignant, c'est quelqu'un qui, comme vous l'avez dit aussi, est capable de dire que nous faisons des erreurs et que nous tâtonnons
et que notre métier, eh bien, c'est un métier qui ne peut pas statuer sur une efficacité immédiate. Il faut absolument que nous trouvions les moyens de réaffirmer des phrases aussi fortes que celle-ci. Et puis que nous trouvions des moyens aussi dans ce collectif, comme le disait Sonia, qui a eu raison de le rappeler à la dernière minute, que nous trouvions une place dans nos collectifs à l'ensemble de la chaîne éducative, parce que ce n'est pas simplement évidemment un collectif d'enseignants, hein, c'est aussi un collectif de gens sans lesquels nous ne pourrions pas enseigner. Bien sûr les AESH, bien sûr les ASH, bien sûr les CPE, bien sûr les médecins scolaires, les infirmières, les conseillers et conseillères d'orientation, etc. Redonner à voir une chaîne éducative parce que vous savez, les chaînes, lorsqu'elles sont brisées, eh bien évidemment, elles ne tiennent rien, mais les chaînes, lorsqu'elles sont reconstituées, eh bien c'est là qu'elles nous donnent la force justement de tenir et d'avoir un discours extrêmement robuste. Voilà. Merci Laurence. Je pense que je passe la parole à Viviane. Oui, merci. Merci à toutes et tous. Débat très intéressant. Compliqué pour reprendre. Je vais mettre fin au premier